amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Face à l'actu. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'actualité politique, cette actualité brûlante du Bénin, à savoir cette actualité qui concerne la présidentielle 2026. Nous allons aborder les 5 dieux retenus par la Sénat et nous allons finir par ce sujet qui a trait au parti les démocrates, à savoir l'affaire Sogino. Est-ce que les démocrates pourront s'en sortir? Pour débattre de ces deux sujets avec moi, nous avons sur ce plateau Gracien Makoko, juriste consultant, et en face de lui, Amel Taillon, DP du journal Opinion aujourd'hui. Chers invités, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Akello. Bonjour. Gracien, oui, comment allez-vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Merci d'être sur ce plateau. C'est moi. Amel est de votre côté? Ça va? Et l'actualité, comment vous l'avez gérée de votre côté? Ben, tu sais, nous sommes vendredi. Elle a été brûlante, comme tu l'as dit. Nous avons essayé de décrypter, d'analyser, d'informer durant toute la semaine. Et nous voici face à un petit décryptage. Monsieur Makoko, vous, en tant que juriste, consultant, au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, certainement vous êtes consulté pour donner vos avis sur ces différents sujets, comment vous les recevez? Bon, modestement, nous avons pu contribuer quand même à commenter un peu l'actualité. Vous savez que lorsque l'actualité est vive, ça témoigne de la vitalité de la presse et aussi celle de la démocratie. Donc, on ne va pas fuir le fait que l'actualité soit enrichie, d'accord, de toutes les manières. Je rappelle que un État comme le Bénin demeure une jeune démocratie et dans un tel État, dans une telle démocratie, on apprend à marcher, l'État apprend à marcher, l'État apprend à trouver les modèles nécessaires pour assurer quand même la stabilité politique. Et nous sommes dans cette quête-là. Ce n'est pas sans tumulte et ce que nous observons aujourd'hui, c'est la preuve que là, nous sommes dans un processus de maturité. Merci pour votre point de vue. Sans plus tarder, nous allons aborder le premier sujet, à savoir les 5 duos retenus par la Sénat. Amel Taillon, comment vous percevez ces 5 duos qui ont été retenus par la Sénat? Oui, selon moi, cette liste, nous venons de quelque part, nous venons de loin. Oui. Et en 2021, oui, on avait plus d'une dizaine. On avait plus d'une dizaine de listes. Oui. Déposées oui, de façon provisoire. Oui. Aujourd'hui, si nous en recevons 5, donc je vois que c'est l'effet du système partisan. Oui. Et donc, pour moi, c'est pas trop. Et comme l'a dit le consultant, ça y va de la vitalité de notre démocratie. Merci. Nous faisons notre petit bonhomme de chemin et donc avec toutes les directives du nouveau code électoral, c'est ça qui nous a amené à cette restriction. Et nous allons voir la suite après l'étude des dossiers, ces duos qui seront définitifs pour être en lice en avril 2026. Quand on prend déjà le premier duo qui s'est prononcé, c'est le duo Wadahi Talata. Oui. C'est sans surprise. Sans surprise, on s'attendait déjà à ça. Le chef de l'État n'est pas allé chercher loin pour la continuité. Et quand je dis le chef de l'État, les partis de la mouvance ne sont pas allés loin, ils ne sont pas allés loin pour chercher leur candidat. J'ai eu une petite surprise lorsque j'ai entendu le nom de l'actuelle vice-présidente. Bon, elle bénéficie encore de la confiance de ses partis. Ouais. Sinon, je m'attendais à une autre colistière. Peut-être que c'est l'expérience. Peut-être que c'est l'expérience. Peut-être que aussi c'est pour pouvoir la continuité, aussi comme ils ont dit. Il y a un second duo aussi qui m'interpelle, qui m'a un peu aussi. C'est le duo Hunkpe Nwanou. FCBE de l'opposition. Hunkpe, on savait déjà cette opposition modérée, comme on peut qualifier d'opposition modérée, bien qu'il ait toujours affiché son opposition au régime. J'ai souri un peu quand j'ai entendu notre confrère Roch Nwanou être son colistier.
C'est une innovation, la presse doit s'en réjouir. Peut-être qu'on aura un vice-président, un journaliste vice-président. Un journaliste vice-président. Oui. C'est heureux. Ah, ouais. On sera très heureux, n'est-ce pas? Exactement. Jamais on en a connu dans l'histoire du Bénin. Donc, il y a le duo de l'opposition tranchée, le duo des démocrates. Agbojo Lodjou du parti Les Démocrates. On attend avec tous les tumultes qu'il y a autour, mais c'est quand même un duo actuel. En l'état actuel des choses, c'est un duo qui est partant en attendant l'étude des dossiers du côté des institutions. Et bon, il y a deux autres duos, Agbosaga et Elisabeth Agbosaga et son colistier. Et elle devient une habituée aussi. Elle est une habituée aussi. Peut-être qu'elle est revenue avec beaucoup d'armes, d'autres armes, pour pouvoir enfin aller loin. C'est aussi à féliciter. Il faut féliciter déjà le courage. Ça, il faut le souligner, le courage de ces duos de vouloir prétendre à briguer la magistrature suprême du pays. C'est pas rien. C'est pas rien. Et leur CV sera enrichi. Donc, c'est ce que je vois déjà pour la lecture que je fais des différents duos en attendant l'étude des dossiers pour qu'on soit fixé pour ceux qui sont les chevaux partants. Ok. Monsieur Makoko, comment vous percevez aussi ces 5 duos? Je vais vous dire quand même que lorsque j'ai eu la liste des différents duos dans le cadre des présidentielles, je me suis dit, voilà, on s'inscrit dans une sorte de progression qui est entachée en même temps d'une sorte de résistance. Donc, il s'agit d'une progression qui ne manque pas d'avoir encore de la résistance. Pourquoi je parle de progression? Je parle de progression justement parce que on va commencer par l'histoire récente de notre pays, en commençant du moins par 2016. En 2016, pour les présidentielles, on avait eu 33 candidats, d'accord, donc 33 candidatures. Donc, de 2016 à 2021, ces 33-là sont arrivés à combien? À une dizaine. Et de 2021 à 2025, on constate que nous avons 5 candidatures. D'accord? 5 candidatures, donc 5 duos. Ça voudra dire quoi? Il y a une sorte de progressivité, il y a une sorte d'évolution parce que les réformes nous ont permis, bien entendu, de rationaliser un peu le champ politique. D'accord? Le champ politique, dans sa rationalisation, nous amène à la réduction, pas des intentions de gouverner, mais plutôt la réduction du nombre de candidatures. Peut-être que les gens n'ont pas forcément intention. Il y a quand même certains candidats, aujourd'hui ou hier, qui étaient conscients du fait qu'ils ne pourront pas briguer la magistrature suprême, mais pour telle ou telle autre raison, quand même arrivent à déposer leur dossier. On a constaté que les réformes du système partisan nous ont amenés à corser un peu les conditions, et parce que ces conditions-là sont corsées naturellement, il y a moins de candidatures. Et ça, c'est l'élément de progression. L'élément de résistance, c'est la lecture que je fais à titre personnel lorsque j'observe les 2 derniers duos, qui ne sont pas les 2 derniers des élections, parce que les élections n'ont pas encore eu lieu, c'est-à-dire hormis le duo de la majorité présidentielle, le duo du parti FCBE, le duo des démocrates, il y a 2 autres duos. Oui, Bello. Oui, Moussaoui Bello et Gansari. Tout à fait. Donc, ces 2 duos-là, d'accord, leur présence m'interpelle. Ça m'interpelle parce que nous sommes à l'ère de la réforme du système partisan, qui fait du nombre de parrainages, des 28 parrains, l'une des pièces maîtresses pour valider sa candidature. Et ces différents duos-là, en réalité, se sont présentés comme des indépendants. Des indépendants, d'abord, ils n'ont été désignés par aucun parti politique. Ça fait un premier élément. De 2, nous n'avons pas l'assurance aujourd'hui que ces différents duos-là vont avoir le nombre nécessaire de parrains qui est requis. Alors là, s'ils n'ont pas été désignés par un parti politique, alors que la loi a dit que les duos doivent être le choix, d'accord, bien entendu, des partis politiques, je note une sorte de résistance pour passer un message. Et je l'ai dit une fois, quand il y a des candidatures du genre, il ne faut pas penser que c'est forcément de l'insolite, que c'est forcément pour faire rire, que c'est seulement pour distraire. Ça peut, d'accord,
avoir d'autres messages derrière. Parce que lorsque vous vous souvenez de M. Galeou Soglo en 2021, qui est allé déposer sa candidature sur la base des dispositions de la Constitution en 1990 non révisée, d'accord? Donc, sans accompagner quand même sa candidature de nombre de parrains nécessaires, etc., c'était pas de la banalité. Il était en train de passer un message et la position qu'il a toujours eue, c'est que lui ne reconnaît pas la révision qui est intervenue en 2019 et c'est pour ça qu'il est venu déposer son dossier en 2021 sur la base de l'ancienne version de notre Constitution. Et donc, ce dépôt de candidature-là était l'occasion pour vous faire passer un message, message d'une résistance, message d'une sorte de négation, d'accord, de l'évolution qu'on a eue à travers la modification de la Constitution en 2019. Donc, quand on part de cet exemple-là et qu'on en revient aujourd'hui au cas du duo constitué des deux autres duos dont j'ai fait allusion tout à l'heure, on se dit que ce n'est pas forcément de la banalité, ça peut être une volonté manifeste de prouver au monde que ces gens-là ne sont pas attachés à la nouvelle dynamique, à la nouvelle réforme et que eux, vraiment, ils sont campés sur leur position. Ils veulent toujours que le Bénin revienne aux candidatures indépendantes. Peut-être pourquoi pas, selon eux, cela témoignera plus de la vitalité de la démocratie. De toutes les manières, on a 5 et on voit qu'on a fait un parcours, quand bien même les résistances demeurent. Mais de toutes les manières, ce qu'on peut dire simplement est que les institutions en charge du traitement des dossiers, en l'occurrence notamment la Sénat et également la Cour constitutionnelle, que ces institutions-là puissent jouer leur rôle de manière orthodoxe, de sorte à ce que les différentes prescriptions de la loi puissent être respectées par ces différents duos-là. Et que, bon, au final, le meilleur puisse gagner. Ahmed Tagnon, il y a le juriste qui disait que, bon, que ces deux duos, à savoir Mwensavi Bello et puis Agbosaga Gansare, que c'est des duos qui sont indépendants. Est-ce que là, il peut y avoir une décision pour pouvoir contrecarrer désormais des duos indépendants? C'est ce que nous avons constaté et j'adhère vraiment à son analyse. Et je n'avais personnellement pas fait cette analyse des choses de ces candidatures. C'est vrai, on peut avoir cette lecture. Maintenant, toute loi peut être parfaite. Hein? Le code est progressif. Et peut-être que la prochaine législature va toiletter pour pouvoir empêcher ces candidatures parce que, comme il a dit, nous avons avancé. Ah, c'est vous qui appelez aventurier. Le jury vient te dire que c'est des résistants. C'est des résistants nostalgiques encore de l'ancienne constitution qui, avec la fête, tout ça, mais on sait tous quand même que nos nations évoluent et on veut aussi ressembler aux grandes démocraties et la normale serait qu'on n'ait pas des candidatures fantaisistes au temps des années 90 ou 2000 où on a une pléthore de candidatures, ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux pour le pays, personnellement, mais ça n'empêche pas que toute période électorale, tout doit être une fête. Doit être une fête. Donc, si la prochaine législature trouve opportun de toiletter encore les textes pour empêcher, si on fait sortir véritablement ce débat, des résistants, de certains Béninois qui veulent encore ce type de candidature. Si on refait ce débat, refait surface, il est possible que la prochaine législature puisse toiletter encore les textes pour pouvoir encore, comme le verbe qu'il a utilisé, corser les choses afin d'avoir véritablement, afin que le système partisan que nous vivons là, c'est jeune. C'est une jeune démocratie, c'est une jeune expérience aussi. Et donc, c'est sûr, à l'issue des élections générales de 2026, des choses se diront par rapport à cette loi et peut-être elle sera encore plus corsée ou peut-être encore plus diluée. Qui sait? On ne sait pas. L'expérience nous dira. Une chose est sûre, les élections de 2026 sont vraiment un baromètre, un grand baromètre par rapport à ce système partisan, par rapport à ce code électoral. Vous avez dit que ça serait un baromètre puisque ce sont des élections générales. C'est vrai que nous parlons de la présidentielle. Oui. Monsieur Makoko, nous avons un certain nombre de parrainages, 186. Est-ce que aujourd'hui ces duos-là peuvent réunir réellement les parrainages requis puisqu'il faut un minimum de 28? Oui, il faut d'abord noter que les deux derniers duos auxquels on a fait allusion, même s'ils arrivent aujourd'hui à obtenir le parrainage, ils ne pourront pas compétir. Justement parce que leur désignation n'a pas été
faites conformément à la loi électorale en vigueur dans le pays. Ils n'ont pas été désignés par un parti politique. Et ça, c'est le premier frein. Ça voudra dire que même si les partis de la mouvance présidentielle sont généreux et qu'ils veuillent bien leur accorder quelques parrains, ça ne pourra pas leur permettre de compétir. Donc, ça fait le premier élément. L'autre chose, l'autre élément, c'est notamment au sujet du parti Les Démocrates, parce que il y a quelques indiscrétions qui montrent clairement que le parti FCBE aura quand même le duo, surtout que ce parti a signé un accord, de gouvernance avec l'Union progressiste et le renouveau. Et le BR aussi. Le BR également. Ça signifie simplement que ils pourront bénéficier quand même du soutien de ces deux partis de la mouvance présidentielle pour quand même avoir le nombre requis de parrainage. Maintenant, le cas qui est encore plus inquiétant, je le dis inquiétant entre griffes, ça peut être aussi heureux pour d'autres. C'est bien entendu le cas du parti Les Démocrates, où aujourd'hui on n'est pas sûr que ce parti-là pourra compétir. Et là, ça va être du fait de la loi et également du fait des hommes. Parce que aujourd'hui, on voit que le parti Les Démocrates, il faut justement 28 parrains pour faire valider sa candidature. Ils en ont aujourd'hui 27, d'accord? On dira 28 moins 1. 27 ou 28 moins 1 qui revient quand même à 27. À 27, parce que la problématique n'est pas encore solutionnée. Ce n'est pas encore résolu. On a vu la volonté du président, et moi je l'appelle le président, M. Éric Houlité, d'accord, qui quand même a fait quelques démarches à l'endroit du parrain dissident, entre griffes, on va le dire, hein, d'accord, pour quand même l'amener à revenir à la maison, pour replacer, comme l'a dit M. Edouard Loko, ramener le couvent au milieu du village. Mais cela n'a pas encore prospéré au regard des informations que nous avons. Et ça met sérieusement en difficulté ce parti-là. On ne sait pas, peut-être que le duo et Agbodio Lodjou vont être un grand ou un bon contrepoids à celui constitué par Wadayi et Talata. Peut-être que ça va nous permettre d'avoir une très belle messe électorale. Moi, j'aurais quand même voulu que ces duos puissent se retrouver sur le terrain, puisque c'est parti, et aussi le duo du parti FCBE, on n'est pas en train d'exclure. Mais là, pour la vitalité quand même, et la beauté des périodes électorales et des débats politiques publics, là, on aurait quand même voulu que le débat se fasse. Qu'on ne revienne pas à un match entre, d'accord, le duo désigné par la mouvance présidentielle d'une part, et le duo que la mouvance présidentielle a contribué à... L'opposition modérée. Je parle du duo du parti FCBE. De toutes les manières, sans l'apport de la mouvance présidentielle, on n'aura ni le duo de M. Wadayi et de Mme Talata. On n'aura pas non plus le duo du parti FCBE. Ça voudra dire que c'est toujours la mouvance présidentielle qui a permis à ce que ces deux duos-là puissent avoir le nombre nécessaire de parrainage. Donc, on aurait quand même souhaité que il y ait un autre duo, d'accord, le duo notamment du parti Les Démocrates. Oui, c'est vrai que nous allons revenir sur cet aspect-là au niveau du second sujet pour voir leur chance de s'en sortir. Tout à fait. Donc, ce serait heureux, d'accord, souhaitable quand même qu'on aille à ça pour quand même vraiment observer, vivre une période un peu mouvementée d'affrontement. Pas d'affrontement physique, mais d'affrontement idéologique. Parce que comme l'a dit le général Mathieu Kérékou, paix à son âme, l'âme de la théorie est toujours mieux que la théorie des âmes. Donc ça va nous permettre quand même d'avoir les débats. Le débat, c'est trop beau. Et là, vraiment, on va passer sur cette période avec beaucoup de bonheur. C'est ce que je voulais dire. Amel, je voudrais ajouter, je voudrais quand même qu'on nuance quelque chose. Qui est quoi? On a parlé du nombre de parrainages que chacun a reçu. Il faut dire que les démocrates ont reçu, la Sénat a délivré 28 parrainages. Oui, les démocrates, oui, exactement. Qu'il y ait crise interne, ça ne concerne pas la Sénat. Les parrainages ont été distribués à chaque parti. Et selon même le point de presse du président de la Sénat, ça a été une réussite totale. Tous les élus sont venus chercher leur parrainage. Et il s'en est félicité de ce processus. Les démocrates ont eu 28 parrainages. Le reste, à ce que je sache, est revenu... FCBE et puis... non.
aux autres partis oui, FCBE a des maires. Oui. Au FCBE et aux partis de la mouvance présidentielle. BR et UPR. BR et UPR. Oui. Donc, les fiches de parrainage ont été distribuées. Oui. Qu'il y ait maintenant dissension ou crise au sein des démocrates. Donc, c'est pas que la Sénat a délivré 27 parrainages aux démocrates. Pas du tout. La Sénat a délivré 28 ils ont eu maintenant, mais c'est au niveau du une crise interne ils ont... Oui, c'est vrai, je disais qu'on allait revenir dessus, mais voilà ma question que je voudrais vous poser, vous l'avez quand même brossé un peu plus tôt, c'est par rapport au duo FCBE. Ouanou, puisque ça nous intéresse, c'est un confrère qui pourrait être colissier, qui est son colissier, qui pourrait être vice-président. Qui pourrait être vice-président, et on y croit. Voilà, et quelles sont ses chances au niveau de s'en sortir pour ce duo-là. Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour accompagner, je dirais. Admettons, je parlerai déjà du candidat principal. Monsieur Makoko, vous allez devoir nous excuser parce que c'est un confrère. Admettons déjà que le candidat principal, Paul Humpert, a fait un petit chemin. Oui, c'est vrai. Il a fait un petit chemin. Il est dans la politique depuis des années. Ah oui. Il a été maire de Bopa pendant des années, avant d'être ministre, maintenant député à l'Assemblée et tout ça. Donc, j'espère que Paul Humpert a appris de ses erreurs et a fait du chemin depuis, puisqu'à chaque fois il est candidat. Ça fait la deuxième année, je crois. Il n'était pas candidat en 2016. Une deuxième fois, c'est la deuxième fois. Et donc, je sais qu'il a des acquis, qu'il a appris de ses erreurs. Et j'ose croire qu'il a sa base, parce que la FCBE, c'est un parti national. Oui, les Cori. Les Cori, c'est un parti national. Donc, n'était pas dans leur dans leur QG, je ne sais pas sur quel, mais une chose est sûre, lors du dépôt de candidature, on a vu qu'il s'est fait entourer des ténors de son parti, lesquels ténors viennent de tout le Bénin. On a vu Djemba, on a vu le ministre Nansou, on a vu El Farouk Soumanou, on a vu Théophile Yarou, on a vu Yaya. Donc, il peut quand même affirmer qu'il a sa base. Et qui sait, avec la lecture actuelle de l'actualité politique et tout ce qui se passe, ceux qui sont pas d'accord avec le gouvernement de la rupture, peut-être qu'ils ont réussi à convaincre une partie de cet électorat et peut-être que ça fera le poids pour l'amener jusqu'au deuxième tour. Qui sait? Donc, je veux bien croire. Maintenant, on va parler du colistier, notre confrère journaliste. Et quand on sait que la presse est le quatrième pouvoir, il a pour premier soutien, nous, de la presse. Et je sais qu'en son temps, lorsque la campagne va commencer, on ne va pas marchander le soutien, puisque pour la première fois, disons-le, on se doit personnellement. Roch Ouanou est un ami, un confrère, et je salue même le choix du parti FCBE de nous faire cet honneur. Et je suis sûr que c'est parce qu'il aussi détient des qualités. Et nous avons vu ce que déjà, je pourrais même dire que c'est le choix des partis de la mouvance qui nous ont amenés. Tous sont en train de rajeunir leur candidat. Et d'où la présence de Roch Ouanou, qui est un jeune, nous l'avons côtoyé, qui est un jeune aussi, qui fait partie des jeunes brillants de la presse, et donc qui saura aussi emmagasiner peut-être ou faire rallier une partie de la jeunesse. On verra le discours qu'ils vont tenir lors de la campagne, mais je suis sûr que la presse dans son entièreté aussi va accompagner, et peut-être que ça fera aussi le poids. Donc, on se doit, ils ne sont pas à négliger, c'est un duo présidentiable, et donc qui a ses atouts, qui vont faire valoir ses atouts en son temps. Voilà, un duo qui a ses atouts, qui a aussi une histoire, qui est surtout pour avoir de l'expérience. Pour avoir de l'expérience. Nous allons, sans plus tarder, nous allons passer au second sujet qui a trait à l'affaire Souadjounou et les démocrates. Est-ce que les démocrates pourront s'en sortir? Monsieur Gatien Makoko, l'affaire Souadjounou révèle des tensions internes au sein des démocrates et elle met en lumière des divergences stratégiques et de lutte d'influence au regard des différents discours que nous avons eu à entendre par-ci, par-là. Est-ce que cette affaire a des implications juridiques ou plutôt simplement politiques?
Oui, merci. Si je comprends bien, vous étiez en train de demander à savoir si le problème interne qu'il y a aujourd'hui au sein du Parti Les Démocrates a des implications juridiques. Je pense que oui, pourquoi pas, parce que c'est un problème. Tout problème est un litige. Oui. Et lorsque on le porte devant le juge, d'accord, ça a des implications juridiques fortes parce que les lois de la République vont être appliquées. Maintenant, si vous observez un peu ce qui se passe, on peut s'interroger sur l'opportunité de ces crises ou l'opportunité de l'exposition de ces crises-là sur la place publique. Et sur cette dernière manche de la question, moi, je voudrais dire tout à l'heure. Donc, ça veut dire que vous voulez dire qu'ils pouvaient gérer ça à l'interne, c'est ça? Oui, mais le linge sale se lave en famille. Le dit-on, puisque, vous savez, les problèmes internes des partis politiques, qui vous dit qu'au sein même de l'UPR, il n'y a pas eu de problème? Qui vous dit qu'au sein du bloc républicain, il n'y a pas de problème? Qui vous dit qu'à l'interne de RN, il n'y a pas de problème? À l'interne de Mouel Bénin, il n'y a pas de problème? Maintenant, qui vous dit qu'au sein de la majorité présidentielle, il n'y a pas de problème? Qui vous a dit que tous les membres du bureau politique, d'accord, de l'Union progressive Le Renouveau, sont d'accord avec le choix qui a été effectué pour le duo de la majorité? Qui vous dit que tous les ténors du bloc républicain sont d'accord que ce soit le duo Wadayi et Talata? Non, ce n'est pas évident que ce beau monde-là, ce grand monde, puisse unanimement, d'accord, porter son choix sur ce duo que nous avons aujourd'hui pour la majorité présidentielle. Mais est-ce que vous avez vu de la dissension? Est-ce que vous avez vu de la contradiction? C'est vrai, certains parleront quand même de la puissance du chef d'orchestre en la personne du président Patrice Talon. C'est vrai, mais c'est un peu minimiser le sacrifice que les uns et les autres ont été amenés à faire au sein de ces différents partis politiques. D'accord? Donc, au-delà même de la présence du président de la République, le président de la République ne peut quand même pas tuer tout le monde, ne peut pas tuer quelqu'un, et il n'est pas là pour tuer quelqu'un. Quelle influence il va exercer? Est-ce que c'est de l'influence de quelle nature? C'est-à-dire, au-delà de tout ce qu'un président de la République a comme pouvoir, et qui peut lui permettre quand même de maintenir la cohésion, d'imposer la cohésion au sein du groupe, si les gens veulent exprimer leur mécontentement, ils vont le faire. Donc, au-delà de cela, on doit quand même relever que le fait que l'opposition, et je dis l'opposition, la mouvance présidentielle a observé une certaine discipline là, c'est qu'il faut aussi quand même saluer la volonté des uns et des autres au sein des partis de la mouvance présidentielle à vraiment taire leurs égos personnels, à taire leurs divergences pour s'unir autour de l'idéal, à savoir la victoire d'un duo de la mouvance présidentielle. Ça devait être le cas au niveau du Parti Les Démocrates. Nous, on n'est pas forcément intéressés par les divergences. Maintenant, ces divergences-là ont daté de combien de temps? Parce qu'on nous parle de frustrations qui ont eu lieu depuis très longtemps. Maintenant, pourquoi on attend qu'aujourd'hui pour exprimer ces frustrations? Il va falloir laver le linge sale en famille. S'il y avait des frustrations, trouver les moyens pour gérer les frustrations à l'interne. Maintenant, quand vous observez les différentes structures du Parti Les Démocrates, il y a des structures qui sont compétentes pour connaître des différends internes. Il y a des structures comme ça. Mais ceux qui parlent aujourd'hui de divergence et qui les exposent sur la place publique, quelle est la preuve qu'ils ont apporté d'avoir saisi dans un temps et dans un passé lointain ou récent ces différentes structures du parti et ils n'ont pas gain de cause? On n'a pas eu droit à ces informations, mais on met ça sur la place publique. Je pense que au-delà même de la frustration, qui est la raison officielle invoquée, il y a peut-être, comment on appelle, une raison politique derrière cela. Il y a peut-être une raison politique et c'est l'interprétation que le citoyen lambda, d'accord, pourra faire, surtout en raison du contexte même de l'exposition de ces divergences-là. Je voudrais renchérir un peu, mais dire ceci, ce serait trop facile de comparer l'organisation des partis de la mouvance, BR et UP, avec ce que l'affaire Sodino nous relève, l'analyse que nous avons faite durant la semaine avec tous les rebondissements est que il n'y avait aucune organisation au Parti des démocrates. Contrairement à ce que le consultant dit, qu'il y a non, c'est ce qu'ils ont montré, c'était de façade. L'affaire Sodino nous montre qu'il y a vraiment une crise de confiance au sein du parti. Et moi, contrairement à eux de jeter les pierres, je jette les pierres au président du parti, qui a manqué de leadership. Leadership que nous voyons au niveau de l'UPR.
leadership que nous avons au niveau du BR, où Mio Tchane, avec toute son expérience, quand même a un leadership pour quand même apaiser les uns et les autres, s'enquérir régulièrement des dissensions, des frustrations, parce que comme il a dit, ça n'en manque pas. Donc, il a manqué de leadership. Et j'accuse le président, pour moi, tout ce qui se passe, le président du parti Boni Yayi, d'avoir manqué de leadership. OK? Oui. Maintenant, on se demande pourquoi maintenant. À la lecture de la lettre d'Eric Houndété d'abord, et de la réponse de Sodinou, on se voit que le dialogue est rompu. Le dialogue est rompu. Vous demandez qu'est-ce qu'on peut attendre ou bien vous avez demandé déjà quelles sont les chances. Pour moi, il n'y a plus de chance, hein, puisque le dialogue est rompu. Le dialogue est rompu jusqu'à ce que ça soit l'entremise d'une lettre publique qui puisse se parler. Eric Houndété l'a dit dans ça, il décroche plus le camarade, leur camarade, Sodinou, son ami. Sodinou ne décroche plus ses appels. Et il n'est même plus chez lui. Il est allé même demander à un autre ami commun. C'est quelque part à un ami commun à eux et leur camarade Sodinou est introuvable et injoignable. Pour moi, le dialogue est rompu. Dans ces circonstances, quelle chance ils ont de sortir, une porte de sortie. Pour moi, en tout cas, je ne suis pas dans le secret des dieux. Nous avons jusqu'à minuit. Mais quand on analyse la lettre de Sodinou, pour lui, il demande déjà de passer à autre chose. Oui. Sodinou l'a écrit noir sur blanc que de penser déjà aux législatives et communales. Et autrement dit, le parti, les démocrates, n'ira pas aux élections, à l'élection présidentielle. Mais est-ce que cette crise-là n'était pas prévisible? Puisqu'ils disaient ça. Toutefois, ils ont dit qu'ils vont recourir aux juridictions compétentes, lesquelles on va voir. Mais quand on sait déjà les tests qui régissent la chose, toutes les lois et autres, le code électoral, je crois que c'est mort. Oui, dans sa lettre, il disait qu'il avait déjà démontré qu'il était pour un candidat. Il était déjà pour un candidat. Oui, Sodinou avait remis, d'où la question que vous posez, pourquoi maintenant? Oui. Il a attendu jusqu'à la fin pour voir si son candidat allait passer. Le candidat pour qui lui il a pris parrainage allait passer. Et c'est au moment où le candidat pour qui lui il n'a pas été choisi qu'il s'est prononcé, que la dissension est venue. Et donc, cette crise, à la lecture des lettres et des réactions de part, tient sa source, c'est une source lointaine. Cette source lointaine et j'accuse, c'est là qu'intervient encore Boni Yayi qui n'a pas su anticiper, qui n'a pas su jouer pleinement son rôle selon nous. Ce Boni Yayi n'a pas su jouer pleinement son rôle de président de parti. C'est là, je ne veux pas qu'on compare aux autres partis qui jouent pleinement leur rôle. Figurez-vous, rappelez-vous, dans un passé récent, le président Djogbenou a licencié Christelle Rundonbo. Un acte fort. N'est-ce pas? Exactement. Elle a continué à militer. Les autres ont accepté. C'est pour pouvoir aussi certaines tensions au sein de l'UP. Et il fallait sacrifier quelqu'un. Ainsi de suite. Vous voyez? Donc c'est pourquoi il ne voulait pas qu'on compare. Le président Boni Yayi a manqué de leadership. Il n'a pas anticipé. Je crois que les autres ont anticipé. Sodinou veut quelque chose. Et si je vous disais que chacun des députés avait été reçu, on les a entendus. Je veux parler de la mouvance présidentielle. On les a entendus, ce qu'ils veulent, leur ressentiment. Est-ce que Boni Yayi a fait ça pour les 25, pour ces 28 députés? Est-ce qu'il a fait ça? S'il avait fait ça, Sodinou aurait pu lui parler. Est-ce qu'on est d'accord? Pour connaître le fond de chaque député, de chaque membre de leur parti. Bon, pas tous les membres, mais au moins des élus. Je sais que cet exercice n'a pas été fait. Si ça a été fait en amont, on n'aurait pas ce spectacle désolant. Bon, est-ce que ce n'était pas pour essayer de garder une certaine unité au niveau de l'opposition? Unité factice. Bon. Une unité factice. Nous venons de constater, il n'y avait aucune unité, aucune cohésion. Il n'y avait aucune cohésion. Les différentes lettres le démontrent. La sortie de Saka Fikara l'a montré à suffisance.
Il n'y avait aucune cohésion au fait. Non, ils se voilaient la face. L'autre vient de dire, le ver était dans le fruit. Et tant que le ver est dans le fruit, c'est mort. C'est fini, le fruit est gâté. Tout est gâté, vous êtes en train de dire. Monsieur Makoko, est-ce que juridiquement, puisqu'ils disent qu'ils vont saisir les juridictions compétentes, est-ce qu'il peut y avoir une porte de sortie? Oui, je pense que c'est de leur droit de saisir les juridictions compétentes. D'accord, je ne sais vraiment pas la question qu'ils vont poser à ce juge. Si il faut une question pour pouvoir s'en sortir, c'est ça? Oui, parce que le juge répond à une question. C'est ça. Il va falloir que, en saisissant le juge, si c'est le juge constitutionnel, qu'il s'adresse à cette juridiction avec une question pointue. Parce que ce parti politique a une tradition malheureuse, notamment en ce qui concerne la saisie de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est là pour assurer la garantie juridictionnelle de la Constitution. C'est pour faire respecter la Constitution. Ce n'est pas pour faire respecter la loi au sens général. Et moi, j'ai pu noter à titre personnel. Et qu'est-ce que vous voulez dire comme ça? Parce que expliquez un peu pour que les gens puissent comprendre. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a ce parti et beaucoup d'opposants dans les requêtes ont saisi la Cour constitutionnelle, d'accord, pour lui poser des questions à laquelle, en tant que juriste, on sait que la Cour constitutionnelle ne devait pas répondre à cette question. Ça devait être la Cour suprême, un juge judiciaire, etc. Et ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, et de sorte que chaque fois que les recours sont introduits devant la Cour constitutionnelle, quand vous êtes chez vous à la maison et vous lisez la presse et vous entendez que le Parti des démocrates ou un opposant a saisi la Cour constitutionnelle, vous voyez la question, vous-même vous savez déjà la réponse que la Cour constitutionnelle pouvait donner. Et pourtant, ils ont des juristes dans leur sein. Non, je ne sais pas, mais je lis quand même une sorte. Moi, je leur demande quand même de s'approprier en réalité toutes les subtilités du contentieux constitutionnel. Nous sommes contentieux constitutionnels. Ce n'est pas une question de loi tout court. Ça doit avoir de rapport avec la Constitution avant que le juge ne se passe. Qu'il y a plusieurs recours du genre où la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente et les gens sont revenus après dire dans la presse que c'est parce que la juridiction est politisée, alors que lorsque vous êtes juriste et vous analysez les choses, vous voyez que le juge ne peut prendre que la décision qu'il a prise là. Donc, je voudrais quand même leur dire, s'ils veulent avoir de chance à être écoutés par ce juge-là et même avoir gain de cause devant cette juridiction, il va falloir qu'ils mettent plus de rigueur, qu'ils s'enquièrent des subtilités du contentieux constitutionnel et là, peut-être que le juge va quand même, si ce qu'ils disent, d'accord, leur présentation... Il y a beaucoup de juristes au sein des démocrates. Là, je ne sais pas pourquoi l'erreur perdue. Je ne sais pas, mais je ne veux même pas dire que les juristes qui travaillent avec ce parti-là ne sont pas compétents, pas du tout. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a manqué, d'accord? Peut-être qu'on ne peut pas expliquer parce qu'on n'est pas dans le secret des dieux. On ne peut quand même qu'inviter ce parti-là à mettre plus de rigueur dans sa manière de rédiger les recours, sa manière de saisir les juges pour ne pas être débouté. À chaque fois, les recours irrecevables démontrent quand même qu'il y a quelque chose qui manque au requérant. D'accord? Donc, c'est ce premier point-là. Le Parti des démocrates a une idéologie. Le Parti des démocrates est un parti de l'opposition. Et ce qu'on veut faire, et ce que ce parti veut faire, bien entendu, c'est quoi? C'est d'assurer la tenance. La gouvernance du président Patrice Talon n'est pas une bonne gouvernance selon eux, je dis bien selon eux, et ils veulent changer l'équipe qui est là. C'est l'objectif. Et c'est à cause de cela que le parti est né. Et le parti a un test. Les statuts du parti comportent des obligations. Et le député en question a lu ces tests-là, a lu les obligations, les devoirs qui lui incombent, d'accord, à savoir défendre les couleurs du parti politique. Et donc, si on évoque des questions extrêmement personnelles, les questions de goût personnel, de quelqu'un qui serait à même de diriger. Maintenant, si lui dit par exemple que son candidat n'est pas choisi et que l'état-major du Parti des démocrates dit, bon, comme il n'est pas d'accord, alors on vient choisir son candidat. Et les autres, parce qu'au sein du même parti, il va y avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec le candidat à lui, son candidat à lui. Et en ce moment-là, ça veut dire quoi? On va aller de question personnelle en question personnelle et finalement, on ne va pas faire chose là. Donc, je pense que il faudrait que lorsque les gens se retrouvent dans des groupes, ils placent leur personne en deçà, d'accord, de l'objectif global qui est d'assurer la tenance au pouvoir. Moi, je vois que c'est un spectacle désolant. Et je ne suis pas en train de dire que l'honorable n'a pas de raison suffisante. Je suis en train de dire que, nonobstant ces raisons tellement suffisantes, les frustrations, d'accord, il devrait pourtant, ou bien il devrait pouvoir penser quand même à l'idéal qu'il a mené à ce parti politique,
à savoir réaliser l'alternance au sommet de l'État. Lesquels idéaux, selon ses écrits, ont été changés entre-temps? Ah oui. Il a dit, il a souligné, pas seulement son candidat, mais il a dit que l'idéal qui les unit a été changé au fil de tout. C'est ce qu'il a dit. Oui, vous savez, il a dit. Quand en droit, il y a ce qu'on appelle le contradictoire. Il a dit. Donc, avant de juger, d'accord, il va falloir, je parle de la frustration, je ne parle pas de la conséquence, puisque je suis en train de parler des conséquences de l'acte qui a été posé. Maintenant, je ne dis pas que les frustrations ne sont pas vérifiées. D'accord? Maintenant, avant de juger de la véracité, du caractère véridique de ces frustrations, il va falloir entendre les deux parties. Peut-être que lorsqu'on va entendre l'autre partie... Quand on entend l'un, l'autre et même une troisième personne, on peut avoir une idée. Tout à fait. Moi, par rapport aux frustrations, je n'ai pas entendu le parti, les démocrates se prononcer par rapport à ça. Je n'ai pas entendu le président Boni-Yayi, qui est mis en cause, d'accord, se prononcer par rapport à ça. Je dis simplement que s'il y a de frustration, dans les groupes frustration, il peut en avoir. S'il y a de frustration, le député peut avoir raison. Et je suis en train de dire que même s'il a raison, d'accord, pour sauver le parti, pour rester conforme à l'idéal qu'il a amené au parti, à savoir assurer l'alternance au sommet de l'État, il doit quand même pouvoir aller au-delà, d'accord, faire du transhumanisme, d'accord, et sauver le soldat, comment on va l'appeler, le soldat Agodjo et le soldat Lodjou, quand même, pour quand même permettre à ce parti-là de compétir. Et pourquoi pas, après cela, ils peuvent se retrouver pour traiter leurs divergences et ils vont peut-être s'entendre, puisque les divergences politiques ne sont pas des divergences qui sont appelées à demeurer dans l'éternité. Et là, maintenant, peut-être que demain, ils vont se comprendre. Et voilà qu'aujourd'hui, ils vont laisser quand même le grand enjeu les échapper. Donc, je pense que il faut se surpasser. Merci, chers invités, d'avoir débattu, de nous avoir éclairé davantage sur ces différents sujets. Nous sommes au thème de cette émission. Merci pour vos analyses et qui nous ont permis de mieux appréhender ces différents sujets et de voir ce que l'avenir pourrait nous réserver. C'est vrai que les heures à suivre seront très déterminantes, mais on sera là, on pourra revenir encore pour débattre de ce que la Cour décidera. Je vais parler d'abord de la Sénat et puis par la suite de la Cour, pour voir réellement quels sont les duos qui seront retenus et comment les démocrates auront réussi à se sortir de ce bourbier dans lequel ils sont aujourd'hui. Donc, merci à vous. Merci à nous allons prendre le rendez-vous du prochain numéro. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous du prochain numéro. À bientôt.